La question est, comment créer son bonheur? Deux voies s'offrent à nous, l'avoir et l'être. L'avoir, c'est rechercher le bonheur dans les choses extérieures. Un partenaire idéal, l'argent, une belle maison, le confort, une belle voiture, de belles vacances. L'être, c'est rechercher le bonheur intérieur dans une satisfaction de l'esprit. Aucune de ces deux voies n'est à mépriser. Mais je suis d'accord avec le Dalai Lama qui explique « Ces deux approches ne sont pas d'égale valeur. Le bonheur extérieur n'existe pas longtemps sans sa contrepartie. Si un élément fait défaut, si quelque chose manque à votre cœur, alors, malgré le cadre le plus luxueux, vous ne serez pas heureux. Mais si votre esprit est en paix, vous trouverez le bonheur dans des circonstances difficiles. Le progrès matériel seul résout parfois un problème, mais en crée un autre. Par exemple, certaines personnes ont acquis la richesse, ont une bonne éducation, un statut social élevé, mais le bonheur leur échappe. Elles prennent des somnifères, boivent trop d'alcool. Il leur manque toujours quelque chose, un désir encore insatisfait. C'est pourquoi elles se réfugient dans la drogue ou l'alcool. D'un autre côté, ceux qui ont beaucoup moins d'argent ne s'en préoccupent pas et jouissent de la paix. Ils dorment bien la nuit. Malgré leur pauvreté matérielle, ils sont satisfaits et heureux. Ce qui prouve l'importance d'une bonne attitude mentale. Le progrès matériel seul ne résoudra pas totalement le problème de la souffrance de l'humanité. Mais comment acquérir la paix de l'esprit? En se mettant au service des autres, volontairement, par camaraderie, je dirais même par amour. Certains rejetteront ce discours qu'ils qualifieront de dégoulinant d'émotions. Je pense qu'ils ont tort. Dans cette brochure américaine déjà mentionnée, les auteurs insistent sur l'amour en soulignant qu'il est d'une absolue nécessité pour manifester notre plus haut idéalisme naturel, la subordination des intérêts individuels au bien-être de la tribu. Mais pour aimer, il faut d'abord connaître. Hitler l'avait parfaitement compris, d'où la mixité sociale dans l'éducation au sein du Troisième Reich. En octobre 1937, cet organe nationaliste français expliqua « Hitler réalise aujourd'hui la véritable éducation socialiste. Pour s'en persuader intimement, il suffit d'étudier le fonctionnement d'un camp de travail, de comprendre la pensée qui préside à sa direction, l'esprit qui y règne. Le camp de travail, qui est le véritable instrument de formation de la jeunesse allemande, est un creuset où se trouve réuni l'étudiant qui, dans quelques années, sera ingénieur, médecin ou professeur, le jeune paysan poméranien, le docker de Hambourg, l'ajusteur de Düsseldorf, l'ouvrier spécialiste d'Essen. Ces jeunes hommes travaillent ensemble physiquement. Le même labeur pénible de terrassement, de reboisement, établit une fraternité, une égalité qui n'ont rien de factice et de théorique. Après un tel séjour, une telle vie, après ces contacts quotidiens, ces jeunes, issus de toutes les classes, conçoivent naturellement une nouvelle morale du travail. Ils en ont senti la dignité et la noblesse. Des camps de travail sortent des hommes. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un père médecin de campagne qui m'a appris à connaître ceux qu'il appelait respectueusement les petites gens. Il m'a appris à aimer mon prochain, mon peuple, et je lui dois en grande partie ce que je suis. Même si la persécution m'a fait connaître des moments de découragement, cette paix de l'esprit que j'ai trouvée en me mettant au service des autres m'a toujours permis de surmonter l'épreuve. En conséquence, j'accepte les droits, les devoirs et les avanies que ma situation impose. J'ai perdu mon travail, je l'accepte. J'ai perdu ma famille, je l'accepte. J'ai perdu ma patrie, je l'accepte. Je n'en veux à personne, car il ne sert à rien de se focaliser sur son adversaire. Plutôt que de rechercher la vengeance, je suis bien plus heureux de rendre service aux autres en diffusant des vérités historiques. J'ajoute que dans le cadre du service rendu aux autres, je mène des recherches en toute indépendance. Je prends de nombreuses initiatives personnelles et je dis zut aux autorités françaises.
Voilà pourquoi je juge que l'engagement national-socialiste n'implique la négation ni de la liberté, ni de la personnalité, bien au contraire, il renforce l'un et l'autre, et cela même dans les situations extrêmes. Naturellement, on peut servir la communauté sans pour autant vivre une vie hors norme. Humble mère de famille, simple artisan, membre des équipes dirigeantes, l'important est d'accomplir au mieux sa mission en toute liberté, sachant que cela contribuera au bien commun. En juillet 1940 d'ailleurs, dans un article qui abordait la réorganisation économique de l'Europe sous l'influence allemande, on lisait « Le national-socialisme postule dans la vie économique aussi l'initiative personnelle » et d'expliquer « Le national-socialisme admet parfaitement la notion de propriété personnelle, mais non le principe du profit personnel illimité. Il n'admet le profit individuel qu'à condition que le bien public prévale. Fort de son idéal de communauté, le national-socialisme récuse l'individualisme, mais il postule en même temps, et ceci n'est pas une contradiction, l'individualité, l'initiative personnelle, le sens de la responsabilité, bref, le rendement. Voilà pourquoi je suis et je reste national-socialiste. Selon moi, le national-socialisme, bien compris, reste la meilleure voie qui s'offre à l'humanité, car en privilégiant le bien commun par rapport aux intérêts individuels, il pousse les gens à évoluer dans la bonne direction. Encore une fois, je n'impose à personne ma vision des choses, je me contente d'exposer ce qui, pour moi, constitue l'essence et la vérité intrinsèque du national-socialisme à travers le temps et l'espace. Bonsoir.